Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce troisième épisode du podcast du jeune entrepreneur. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous recevons Axel Tedesco qui va aujourd'hui nous présenter son expérience et son expertise en termes de vente émotionnelle. J'espère que le podcast vous plaira, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Comme je t'ai dit, on va commencer par la petite présentation, ton parcours, comment t'en es arrivé là Mhm. aujourd'hui, etc. Voilà, je te laisse démarrer, y a pas de souci. Eh ben écoute, moi c'est Axel, donc au niveau de mon parcours, ça va faire entre 13 et 15 ans que je suis dans la relation client et dans la vente. Comment je suis arrivé à ce parcours? Je dirais plutôt des opportunités au début, D'accord. puisque tout ce qui avait trait à la relation client et à la vente, en fait, ça a été des jobs qu'on m'a proposés. Donc au Mhm. début, je l'ai fait, on va dire, par nécessité. Et puis, petit à petit, j'ai voulu un peu creuser, c'est-à-dire comprendre comment les gens fonctionnent. Donc, autant la partie commerciale, les commerciaux, que les gens qu'on avait en face de nous. Euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils prennent une décision, l'importance des émotions dans la relation en fait avec l'autre. Puis bah voilà, c'est comme ça que j'ai progressé et que je suis aujourd'hui sur LinkedIn pour en parler tous les jours. Et ça veut dire que du coup, à la base, tu n'aimais pas forcément ça, c'est ça? T'étais pas forcément. En fait, à la base, je faisais sans vraiment comprendre. D'accord. Moi, je pars du principe que pour vraiment comprendre les choses, il faut vraiment aller au fond. Et moi, j'appliquais des modèles, des choses D'accord. que j'avais vues, mais sans forcément avoir une compréhension fine de ce qui se passait. Et Donc, on va dire que les... Je t'ai pris, Non, non, je t'écoute. je t'en prie, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Donc, voilà, les 5 premières années de relation client et de vente que j'ai faites, bah, je faisais du copier-coller. Je me faisais un peu porter par les choses sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et puis, c'est dans les assurances où en fait, j'ai voulu chercher un peu plus parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses pas très logiques qui s'y passaient. Comme par exemple un client qui t'appelle parce que certains frais médicaux ne sont pas couverts, qui va Ok. t'insulter en début d'appel. Et puis à la fin de l'appel, il va te remercier et voire même il pourra t'acheter quelque chose. Et là, Waouh, tu te c'est. dis, c'est un peu bizarre. Donc, j'ai pris ces situations-là et je me suis dit, ben, on va creuser pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Puis c'est comme ça que je me suis intéressé à pas mal de choses, dont la psychologie, l'intelligence émotionnelle, même la philosophie, enfin tout ce qui permet finalement euh, de mieux fonctionner avec l'autre. Hmm. C'est quelque chose que t'as pris. Enfin, t'avais fait une formation à la base, t'avais fait des études qui corrélaient un peu avec le parcours que t'as aujourd'hui, ou vraiment absolument pas, et t'as Absolument fait. pas. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est aussi un très intéressant. Tu faisais quoi à la base? Alors, à la base, moi, j'étais fan de langues étrangères. D'accord. Donc j'avais appris l'espagnol enfant, j'avais appris l'anglais seul quand j'étais au lycée, et j'ai voulu faire un LEA, donc langues étrangères appliquées, anglais-espagnol. J'ai tenu Wow. 3 mois Ah, mais c'est la fac, parce hein. que c'est la fac, faut beaucoup de patience, C'est la fac. faut beaucoup de discipline aussi. Oui. Chose que je n'avais pas forcément à ce moment-là parce que pour avoir de la discipline, il faut un objectif, et c'est vrai que ben dans les filières langues étrangères, tu dis bah j'aimerais bien être traducteur, on me dit que avec Internet, il n'y aura plus besoin de traducteur. Et finalement, tu regardes les annonces et tu te rends compte que s'il y a 10 ans était quelque chose d'exotique, hein, c'est-à-dire parler plusieurs langues, et ce qui faisait que certains employeurs aient des exigences, aujourd'hui c'est un prérequis. Dans certaines carrières, si tu ne parles pas deux langues, Hmm. tu vas pas loin, quoi. Tu Et dirais c'est que pas quelque chose. le minimum c'est l'anglais français, enfin, pour nous, Ouais, ceux qui sommes en France. Et tu dirais qu'en troisième langue, moi j'ai beaucoup entendu parler du chinois. chinois, mal. Est-ce que tu penses que c'est plus la troisième langue idéale, ce serait quoi? Ce serait chinois ou. En fait, ça dépend de pourquoi tu veux parler la langue. Est-ce que c'est Ok, parce que tu as envie de parler au plus grand nombre, à ce moment-là l'espagnol, ok. ou est-ce que tu veux quelque chose qui va te différencier? Et à ce moment-là, ouais, c'est le chinois, quoi. C'est plus quelque chose que tu fais en fonction de là où tu veux travailler. C'est-à-dire que si tu veux travailler plus en Amérique latine, c'est vrai qu'effectivement, ça a plus de sens d'apprendre l'espagnol que d'apprendre le chinois, forcément. Je pense qu'il y a aussi Et cette alors, particularité-là. si tu apprends le chinois en Amérique centrale ou en Amérique latine, bingo, parce que les Chinois Ok. commencent à vraiment s'intéresser à ces marchés-là. Ils font des dons. Je sais que moi, j'ai mon père qui habite au Costa Rica. Bah, les Chinois offrent des voitures à la police, aux ambulances. Waouh, c'est Donc, génial. voilà. C'est Donc, génial. ouais, 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 finalement, tout tout faut parler sert. chinois. Tout Voilà, sert, quoi, en fait. Tout sert. tout Et sert. alors, en dehors de ça, tu dirais que
je poursuis là-dedans parce que c'est un fait qui est intéressant. Tu dirais quelle est la langue à éviter un petit peu? Est-ce qu'il y a une langue à éviter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Celle qui te plaît pas. Celle qui te plaît pas, effectivement. C'est tout simple. Ouais, c'est très difficile d'apprendre quelque chose qui te plaît. En tout cas, pour ma part, c'est, j'ai trouvé très très difficile le fait d'apprendre des choses qui me plaisaient pas. Alors que quand tu apprends quelque chose qui te plaît, bah, tu comptes pas les heures, tu apprends plus rapidement, tu fais des liens, tu vois, tu te fais des simulations dans ta tête, tu te projettes, mais quelque chose qui te parle pas à titre personnel, quelque chose qui te fait pas raisonner, C'est comme le boulot, vibrer. quoi. C'est comme le boulot. En fait, tu le fais sans réfléchir. À un moment, tu travailles plus de 50 heures, mais c'est pas parce que tu trouves que c'est une obligation, c'est que tu as envie. C'est que tu as envie C'est ça, d'apprendre, tu as tout une à envie de fait. réussir. Je vois, Ouais, je vois, je vois. C'est intéressant. tout à fait. Et donc aujourd'hui, donc avec le parcours que tu as là, avec ce que tu as fait au niveau des langues, etc., euh, en fait, qu'est-ce que toi, t'aimes vraiment, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? Ah, c'est le rapport à l'autre. Ok. C'est vraiment ce qui est super intéressant, c'est que quand tu es dans le commerce, euh, tu sens qu'il y a une espèce de défiance vis-à-vis du commercial. Hmm. Là, le commercial, Oui, il va vouloir te oui, vendre oui, quelque chose. bien sûr. Tu le Et sais déjà. Moi, j'ai un a priori. Tu le sens, tu le vois. Tu te dis, bon, bah, il est là pour une bonne raison, quoi. c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, bah, c'est avoir affaire à des personnes comme ça et faire tout l'inverse pour que ça soit eux qui viennent acheter quelque chose dont ils m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas forcément acheter. Et ça marche. Euh, ouais, ça marche. C'est génial. C'est génial. C'est Ouais. génial, vraiment. J'ai des Donc, gens, et ça m'est arrivé. Alors là, dans l'industrie où je suis, c'est plus rare, mais j'ai des gens qui m'ont raccroché au nez une première fois. ok. Tu les rappelles, tu parles une demi-heure et ils t'achètent quelque chose. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est des techniques que tu as apprises au fur et à mesure ou c'est des choses que tu as apprises sur Non, le ça terrain? prend, ouais, ouais, ouais. T'as C'est sur le vraiment... terrain, ouais. Ok. En fait, j'ai fait et je me suis beaucoup informé sur la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle et également les biais cognitifs. Et Ok. en fait, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que il y a deux biais, notamment le biais de récence et le biais de primauté, qui font que les gens vont avoir tendance à se souvenir de ce qui vient avant, au tout début, ou ce qui vient à la fin. Ok. Et en fait, c'est ce qui fait que tu peux avoir une interaction qui commence très mal, Ouais. Ok. mais que si tu arrives à faire en sorte qu'elle se termine bien, et ben la personne, elle va faire abstraction de tout ce qui s'est passé en fait. Elle va retenir simplement le moment euh, de la fin, la sensation qu'elle a eue en le quittant, et c'est ce qui va forger cette impression. Donc en fait, on peut annuler Ok. la mauvaise première impression Hmm. si on arrive à créer une dernière impression qui est plus forte. Est-ce que ça veut dire que la première impression n'est pas si importante que ça? Elle est importante. Ok. Par contre, si cette première impression, finalement, c'est pas toi qui en as l'origine, Hmm. mais c'est les préjugés de la personne, c'est la façon dont, avec ses biais, elle va envisager l'interaction, ben, si cette première impression, cette mauvaise première impression est plus du fait de la personne que du Hmm. tien, et ben toi, avec ta personne, avec tes compétences, tu vas pouvoir créer une dernière impression. Et si elle est plus forte, ça va créer une dissonance chez la personne. Ok. Et la pensée qui était liée à la première impression, elle va finalement s'effacer pour laisser place à la pensée liée à la dernière impression. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et du coup, tu as appris ça au fur et à mesure entre les livres, Ouais, entre ce que tu as vu, les formations, etc., que tu as prises. ouais. Euh, Et en et écoutant les gens. Et en écoutant les gens. ouais, surtout, je pense. Du coup, c'est avec la psychologie. En fait, tu travailles vraiment avec la psychologie humaine, quoi. C'est sur ça. Ouais. Et Moi, pour moi, la vente, c'est 70-80% d'humain et qui a trait au comportement. tu dirais que quelle est vraiment la grosse différence entre la vente traditionnelle que tu as aujourd'hui, la vente traditionnelle, etc., Mhm. et la vente émotionnelle que toi tu mets en pratique? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est la succession des étapes. D'accord? Euh, Plutôt que moi de regarder comment les vendeurs, les meilleurs vendeurs procèdent, moi je m'intéresse à comment une personne ou un client va prendre sa décision. Ok. Et donc les étapes, en fait, elles découlent de ça. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, elle est liée à ce premier point, c'est l'importance de la confiance. Aujourd'hui, tu prends un bouquin qui est un classique et qui a fait beaucoup pour la vente, c'est le spin selling. D'accord? Ben,
tu as le livre et tu fais une recherche du mot confiance dans tout le livre, ou trust en anglais, il y a 13 occurrences. Ok. C'est. Et la confiance, en fait, aujourd'hui, ben, je sais pas, tu dois acheter quelque chose, tu as un budget 1000 euros, je te pose une question. Est-ce que tu aurais donné ces 1000 euros à quelqu'un qui ne t'inspire pas confiance? Absolument pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a Absolument très pas. peu de méthodes de vente avec un déroulé précis où on te dit à partir de quel moment il faut travailler la confiance et comment la travailler. Et c'est ça, en fait, euh, un des points différenciants de la vente émotionnelle. C'est un, bien se connaître. Deux, mieux connaître la personne. Trois, connaître comment faire émerger la confiance qui amène à la prise de décision. Ok. Et toi, rapidement, ou en donnant quelques techniques, euh, c'est quoi par exemple un truc de base, justement, pour faire émerger la confiance chez la personne? Est-ce que tu vas t'intéresser plus à ses peurs, tu vas t'intéresser plus à comment elle réagit, sa façon de penser, etc. Ou c'est. Alors, il y a à peu près, selon les jours, ça change. J'ai Tout identifié dépend. entre 10 et 13 leviers de confiance. D'accord. La première des choses, c'est l'écoute. Il y a une corrélation directe entre le temps d'écoute et la confiance que tu inspires. La deuxième des choses, c'est la vulnérabilité. Ok. Alors la vulnérabilité, c'est pas dire je suis faible, je suis fragile. Non, c'est dans une interaction donnée, adopter un comportement qui, du point de vue de l'autre, peut être interprété comme une prise de risque. D'accord. Alors si je mets ça en situation commerciale, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? C'est dire à une personne, ma solution, elle est très bien pour A, B et C. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de D, on n'est pas les meilleurs. Ok. Et en quoi c'est être vulnérable? C'est faire quelque chose que l'on n'attend pas de toi. Puisque dans une interaction commerciale, on s'attend à ce que tu dises oui à tout. Et surtout que tu mettes un peu sous le tapis les points faibles de ta solution. D'accord. Et en les assumant, tu te rends vulnérable. Parce que la personne en face, elle se dit, oula, donc là, il n'a pas peur de me dire que ce point-là, il n'est pas top. Ce qui veut dire qu'il prend un risque. Et il faut l'éviter? Non, il ne faut pas l'éviter. Faut Si, même, si faut tu le vois montrer. quelque chose qui est, faut le montrer. Ok. Parce que la personne, inconsciemment, elle va dire, donc, s'il est capable de ne pas cacher le fait que le point D, il soit pas le meilleur, ça veut dire qu'il a vraiment confiance en point A, B et C. Et en fait, tout ça, ça crée un sentiment de confiance. Ok. Parce que tu dis quelque chose que tu n'es pas obligé de dire, que d'autres personnes auraient caché, mais toi, tu l'assumes pour montrer à ton client que ce qui est important pour lui, c'est ses intérêts et sa satisfaction, pas ta C'est vente. impressionnant. C'est impressionnant. Et tu m'as dit donc qu'il y avait beaucoup de livres qui en parlaient, ou t'as appris beaucoup avec les livres, ou vraiment. J'ai appris pas mal avec les livres. D'accord. Pour la confiance, il y a des livres sur le neuromarketing qui sont pas mal. Tu as Stephen Covey qui a fait un ou deux bouquins sur la confiance. Ok. Très, très intéressant. Mais le gros problème de Stephen Covey, c'est qu'il n'a pas mis ça dans un modèle de vente. Et c'est un modèle sur la psychologie humaine qu'il a le plus, ou c'est. Non, non, en fait, c'est la confiance en général. Ok. Donc, c'est Ah. plutôt appliqué au leadership, ce qu'on peut retrouver en confiance. Mais après, c'est vrai que quand tu étudies un modèle de vente d'une part, que tu t'intéresses au levier de confiance d'une autre, tu te retrouves avec quelque chose qui peut être assez complexe. Et justement, moi, avec la vente émotionnelle, ce que j'ai fait, j'ai été prendre toutes ces meilleures pratiques Hmm. et je me suis dit comment on peut les imbriquer d'une façon qui soit simple et qu'on puisse vraiment appliquer dans une situation courante, hein. Et c'est quelle émotion tu cherches vraiment à susciter chez l'autre? C'est la confiance, ou c'est plus la peur? Alors, Qu'est-ce que tu vas chercher? alors, ça se termine toujours par l'enthousiasme. D'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir différents profils de personnes. Tu vas avoir des gens qui sont déjà naturellement enthousiasmés, ce qui fait que eux, leur motivation, elle va être simple, ça va être de chercher plus d'enthousiasme, plus de plaisir. Et puis après, tu vas avoir des personnes qui vont réagir plus à la peur. Ça, c'est des profils en général plutôt analytiques, des gens très méticuleux. Hmm. Et eux, tu vas pouvoir commencer peut-être par de la peur. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de tout miser sur la peur parce que, un, c'est déjà vu. Et deux, la peur, ce n'est pas une émotion qui pousse à l'action. Si on regarde un peu d'un point de vue évolutionniste, la peur, c'est simple, hein, c'est je considère qu'une menace est dans mon environnement, Hmm. je vais prendre le moins de place possible, je vais m'immobiliser de façon à éviter ça et attendre que les choses changent.
Donc D'accord. finalement, quand tu abordes la peur de ce point de vue-là, tu peux pas vendre. Donc Je la vois, peur, oui. c'est comme, tu vois, si tu fais de la cuisine, par exemple, certains chefs vont te dire mettez un peu de citron pour relever le goût. Oui, Bah, ok. c'est ça la peur. Ok, C'est ce petit truc en plus qui va mettre en valeur euh, le côté enthousiasmant de ta solution et qui va créer un gap pour que ça soit bien plus visible et que ça soit bien plus motivant. il faut pas en abuser du coup. Non, faut pas en abuser. Et faut pas tout miser sur la peur. Donc le début, donc tu joues à la fois donc, sur l'enthousiasme, du coup, dans un premier temps, et après, enfin, l'enthousiasme et la peur. C'est surtout ce que tu vas chercher chez tes clients dans un premier temps. La peur, c'est pas une nécessité, ça va dépendre du profil. Tu vois, faut D'accord? s'adapter. Mais voilà, si c'est des gens qui sont plutôt dans l'immobilisme et qui ne sont pas enthousiasmés directement par les choses enthousiasmantes, eh ben, tu vas activer les leviers auxquels ils répondent, simplement pour t'aligner à eux, en fait. Et puis, une fois que tu es aligné, tu vas les amener vers quelque chose de plus enthousiasmant. Et ok, ok. Donc tu vas chercher trois leviers qui sont très intéressants. J'aurais pas pensé, j'ai toujours pensé que le levier le plus intéressant pour justement la vente émotionnelle, c'était le levier de la peur. Mais effectivement, ce que tu viens de dire, finalement, c'était plus l'enthousiasme. Tu vas travailler plus sur C'est des choses qui l'enthousiasme, sont. ouais. Ouais. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et Et en fait, c'est ce qui wow, fait, par exemple, ben, en début d'interaction, tu peux avoir quelqu'un qui te hurle dessus. ok, Si tu arrives à comprendre pourquoi il te hurle dessus, toi, ça peut mhm, être une question de statut. ok, c'est Si carrément. tu arrives à comprendre ça, ouais, des fois, tu as des personnes qui veulent vouloir infirmer un statut et soit elles te font comprendre qu'elles ont envie que tu te soumettes, Mhm, soit elles te font comprendre que tu auras leur considération et leur respect que si tu te mets à leur niveau. d'accord, waouh, Ce qui d'accord. fait qu'il ne faut pas avoir peur quand tu as un profil comme ça, de lui dire, bah écoutez, là, je pose des questions, donc vous m'avez appelé parce que vous avez un problème, c'est moi qui vais poser les questions de façon à pouvoir vous aider. Sinon, ça ne va pas servir à grand-chose. On fait comme ça. C'est impressionnant. Et puis, ben, elles vont comment dire, ben, redescendre dans les tours. Alors, c'est pas immédiat, hein, mais au Oui, bout de oui, deux oui, trois minutes, tu te rends compte que ben, il y avait un niveau de colère, un niveau d'agressivité, et puis d'accord. petit à petit, elles vont venir te rejoindre, et à la fin, bah, c'est très linéaire, Et la discussion suit et son donc, cours. Et la bien discussion suit sûr. son cours comme si de rien Et n'était. le lendemain, tu les rappelles, et c'est ah bonjour, mais comment allez-vous? Ah bah merci beaucoup pour hier, c'était vraiment génial. Mais parce que C'est. justement, c'est pas logique, Ouais, mais hein. c'est La justement, c'est parce que logique, c'est illogique. C'est c'est illogique. logique. Ouais. C'est illogique. Et tu joues avec ce principe, en fait, quasiment tout le temps. Alors, j'aime pas le mot jouer Alors, parce que ça renvoie à la manipulation. oui, Et en fait, mais. moi, je pars du principe que j'aide les gens à aller plus rapidement là où ils voudraient aller. D'accord. Ok, ok, Voilà, je vois. c'est-à-dire que si la personne ne veut pas acheter, bah, plus rapidement, elle va me dire non. Donc Et si c'est un vrai non, bah, ok, je l'accepte. tu passes Pas plus, en besoin de fait. faire du forcing. Tu passes plus, en fait, par tout le blabla avant. En fait, toi, tu vas chercher direct l'objectif, quoi. C'est ça, en fait. Ce que. Si je devais le définir L'objectif est assez l'histoire. rapidement, l'objectif, exactement. Est l'histoire. Exactement. Et donc dans tout ce que tu fais, etc., on a vu forcément l'apparition de l'intelligence artificielle qui est arrivée très très récemment, Mhm. avec notamment ChatGPT, Midjourney, etc., tous les outils en fait qui nous permettent aujourd'hui de nous faciliter la vie, on va pas se mentir. Est-ce que toi tu utilises l'IA, ChatGPT, etc., pour justement tes clients ou pour la vente émotionnelle? Alors, ça m'est arrivé pour travailler des personas. Tu Ok, vois. En fait, je sais pas si c'était pour travailler des personas ou pour donner une utilité à l'intelligence artificielle, mais on va dire que je me suis retrouvé à faire quelques recherches, à mettre des mots-clés, à voir ce qui me sortait. ok. Et il y a des choses qui sont assez pertinentes. D'accord. Et donc Franchement, il y a des choses qui pour sont... toi, ça t'a plu. Enfin, non, mais par contre, tu l'utilises pas au quotidien. Au quotidien, non. Quelques fois par semaine, oui. Ouais. Ok. Ok. Au quotidien, non. Par contre, je trouve ça assez intéressant parce que, bah, tu vois, si tu penses à un concept que tu essayes de mémoriser de tête et que tu n'as pas pris toutes tes notes, eh ben, tu peux faire une ou deux recherches et retrouver ce point, tu sais, que tu as oublié. Ouais. Je vois ce que tu Et veux moi, dire. je Ouais. l'utilise plutôt comme ça aujourd'hui. Ok. 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 Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que ça peut t'expliquer quelque chose aussi que t'as pas compris, que toi tu utilises peut-être, ou des choses comme ça, ou tu utilises vraiment juste pour la mémorisation pure et dure. Moi, c'est pour checker. euh,
Ah, pour faire des synthèses aussi. Ah, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que, je sais pas, quand tu as un grand texte, Hmm. euh, tu lui dis, tu fais un copier-coller, bah, fais-moi ressortir les 3 idées clés. Ok, ok. Et là, il le fait plutôt bien. C'est assez impressionnant. C'est assez pratique. C'est assez C'est pratique, assez ouais. pratique finalement. Ok, je vois. Et donc, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé aussi de ce que tu fais au niveau de la vente émotionnelle, et Mhm. on a parlé aussi de la peur, de l'enthousiasme, etc. Et qu'est-ce que toi tu utilises pour fidéliser les clients? Quelle émotion tu utilises ou qu'est-ce que toi tu mets en place justement pour les fidéliser au fur et à mesure? Je pense que c'est l'écoute. Beaucoup de choses passent par l'écoute. D'accord. Pour moi, l'écoute, en fait, c'est la plus belle des flatteries sincères. Ok. Si la flatterie, c'est valoriser quelqu'un, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a rien qui valorise une personne plus que l'écoute. Waouh. C'est impressionnant. C'est fou parce que c'est pas du tout l'image que je me faisais. J'aurais pensé que tu jouais sur des choses comme faire des petites attentions, le cadeau, des choses comme ça. En fait, je me rends compte que finalement, tu es en train de me dire aujourd'hui que c'est 90% passe par l'écoute, la parole. Euh, En fait, le non-verbal rentre en jeu à combien de pourcents selon toi aujourd'hui? Parce que ça Ah, a une beaucoup. importance, ça a une importance. Mais la parole, dans ce que tu me dis, tu as une mauvaise première impression, à la fin tu lui laisses une super impression. C'est-à-dire que le non-verbal joue, Ça joue beaucoup, bien mais sûr. il n'est pas si... enfin, Ça joue beaucoup. Tu peux transmettre des choses par le non-verbal. Quand tu écoutes le non-verbal, bah, tu vas avoir des interrogations que la personne ne te pose pas. d'accord. Toi, la tonalité euh, que la personne va employer pour dire un mot, Hmm. bah, tu sais si c'est quelque chose qui lui fait un peu peur ou si elle est hésitante. Ou... Tu vois, il y a plein de choses qui passent au-delà des Ouais. mots, en fait. Si elle sait pas trop, etc. En fait, dans la tonalité, tu le sens aussi. Elle dit ah oui, mais ton truc, si elle sait pas, c'est que des choses comme ça en fait. Ouais, Ok. la tonalité, ça joue beaucoup. Après, pour revenir sur la fidélisation, Ouais. euh, c'est un dérivé de l'écoute, mais être vraiment. Moi, une chose qui fonctionnait bien quand j'étais donc en B2B, c'était être expert de mathématiques, Hmm. mais de devenir l'expert de la thématique de mon client. C'est intéressant. C'est Et du intéressant. coup, en fait, c'est comme ça que tu crées un partenariat. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec des écoles hôtelières. J'intervenais sur la partie santé de leurs étudiants, donc, D'accord. notamment avec des couvertures d'assurance maladie. Et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient trait à la surcharge mentale, à la santé mentale, Hmm. au bien-être des étudiants. Hmm. Et en fait, bah, je me suis énormément à cette époque-là documenté là-dedans, de façon à devenir vraiment le relais d'information de ces écoles-là sur ces thématiques et Ok. être en force de proposition, avant même qu'un besoin ne survienne. Donc c'est simple, je voyais ce qui se passait dans les universités américaines par rapport à la santé mentale et au soutien qu'on pouvait apporter aux étudiants. Et ben, j'allais voir mes clients et je leur disais, alors là, par exemple, telle et telle université ont mis ça en place. On voit aujourd'hui que euh, vous vous en approchez, mais ce n'est pas aussi concret. Comment on pourrait vous aider pour arriver justement à ce point-là? Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es allé chercher le problème avant qu'il existe. Donc Mhm. t'as gagné la guerre avant qu'elle commence, quoi, en fait. C'est Concrètement. ça. Et j'ai fait quelque chose que mes clients ne pouvaient pas faire au quotidien. Parce que quand tu travailles en B2B, tu le verras, c'est très difficile de rester en fait à la pointe de son domaine, de son secteur d'activité, parce que tu as Hmm. l'opérationnel en fait qui te prend énormément de temps. Et du coup, tu te dis, ah mais j'ai mes emails, j'ai mes newsletters, j'ai telle et telle personne que je suis. Mais en fait, tu as tellement d'informations que si tu ne prends pas 2 ou 3 heures par semaine pour rester à la pointe de ton domaine, eh Tu, ben, tu te fais tu es vite dépasser. dépassé. C'est ça. Waouh. Et donc, moi, bah, je regarde ce qui était important pour mes clients et je me disais, bah voilà, tel et tel client, ils sont dans tel et tel secteur. Les enjeux de ces secteurs, c'est telle et telle chose. Il faut que je devienne expert de ça, de façon à être en force de proposition sur ces domaines-là et de devenir indispensable, en fait, tout simplement. C'est hyper malin. C'est hyper malin. Et
Donc aujourd'hui, donc es présent aussi sur LinkedIn, tu es énormément présent sur Ouais, LinkedIn, hein, je te vois souvent avec des posts que tu fais régulièrement tous les jours quasiment. ouais. Euh, la question à laquelle je me pose forcément, c'est est-ce que tu vis aujourd'hui un petit peu de LinkedIn? Est-ce que tu vis à 100%? Est-ce que tu fais ça vraiment, tu arrives à décrocher des clients? Est-ce que tu... En fait, quelle utilisation tu as de LinkedIn et à quoi finalement ça te sert dans Alors, ton quotidien? aujourd'hui, LinkedIn, c'est plutôt pour la partie évangélisation, euh, D'accord? puisque j'arrive avec une approche un peu contrarienne de la vente, quelque chose qui n'est pas encore très, très développé, Mhm. même si de plus en plus on y tend, hein, je tends parfaitement. Donc aujourd'hui, LinkedIn, c'était simplement une façon de faire connaître la thématique pour, par la suite, préparer l'après. Et l'après, ça sera de l'accompagnement, ça sera du conseil en entreprise. Donc pour le moment, je ne vis pas de LinkedIn. D'accord? J'ai eu quelques opportunités en fait qui se sont présentées sur LinkedIn en inbound, comme ils disent. Mhm. Mais je ne suis pas passé encore à l'action sur l'outbound. Pas encore. T'y es Je presque. serai tardé. T'y es presque. C'est pour ça, ouais. Non, On ouais. va y aller, Donc ouais. tu n'y vis pas encore. Ok. Ça Non, veut dire non. qu'en dehors de ça, tu nous as parlé tout à l'heure, au tout début, que Mhm. tu travaillais du coup sur un secteur. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, donc là, moi, je suis chez Propulse Lab, qui est leader en France sur le secteur des abonnements. D'accord. Donc, on permet à des entreprises digitales, en fait, de vendre leurs prestations sous forme d'abonnement. D'accord. Et donc, moi, j'ai été missionné, en fait, quand j'ai rejoint Propulse, pour travailler sur des partenaires, en fait, qui avaient des lettres d'information financière et les aider à faire de la rétention. Ok. Très bien. D'accord. Et du coup, tu as réussi. Donc aujourd'hui, tu travailles toujours chez eux. Je travaille toujours chez eux, ouais. Et donc, tu aides aussi des personnes qui sont en dehors de Propulse Lab, par exemple, sur LinkedIn, tu as trouvé peut-être des personnes qui voulaient aussi travailler Ouais, sur ouais, la je commence. rétention d'audience? Je commence gentiment à le faire. Donc là, j'ai deux, trois opportunités que je suis en train de creuser. Et comment tu fais pour gérer ton temps entre... Attends, parce que quand même, il faut qu'on en parle. Parce que entre tes rendez-vous Calendly, où tu arrives à... Enfin, avec tes rendez-vous que tu arrives à caler entre deux... D'ailleurs, je te remercie aussi de venir entre midi et deux aujourd'hui pour parler un peu Je de ton t'en prie. expérience, etc. Euh, à la fois rester à la pointe de ta technologie, à la fois avoir ton boulot à côté, à la fois... Comment tu fais pour gérer ton En temps? fait, j'ai un avantage qui est absolument injuste. J'ai pas besoin de beaucoup dormir. Waouh, Tu là, vois, c'est je fais illégal. 6 C'est heures de illégal. sommeil, 6h30, donc ça me suffit. Et puis en fait aussi, vu que j'ai arrêté les études assez tôt, D'accord? j'ai toujours étudié à côté. Mhm. Donc quand j'étais dans les assurances, je voulais faire une licence en assurance, ce qui fait que j'ai beaucoup étudié. J'ai pas fait cette licence, mais bon, je m'occupais 2 ou 3 heures par jour et un peu le week-end. Et puis après, quand je suis arrivé en Suisse et que j'ai travaillé dans ce cabinet de conseil spécialisé en assurance pour entreprise, là j'ai passé un MBA. Donc du coup, j'ai appris à travailler 15-20 heures en plus par semaine. Et là, vu que j'ai maintenant mon MBA et que j'ai un trou dans mon emploi du temps, je le comble avec justement ce projet LinkedIn. C'est vraiment Ce qui bien. fait que j'ai pas beaucoup de mal à faire un petit 6 heures du matin, 22 heures non-stop. Ouais, voilà, c'était ça. J'avais un peu peur du créneau, Ouais. de la durée là que t'allais m'annoncer. Et est-ce que à terme, du coup, avec ce qui se passe sur LinkedIn et que tu es en train de faire, est-ce que à terme, Propulse Lab sera une option que tu mettras peut-être à côté et te déplacer sur vivre de Ouais, bien LinkedIn? sûr. Ouais, Ok. ouais, c'est prévu, c'est en projet. Là, l'idée, ça serait peut-être même que je devienne à un moment donné un consultant externe Au cas où. pour me permettre de. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a été, il y a rien qui a été décidé, il n'y a rien D'accord. qui est figé dans le marbre, mais ouais, bien sûr, j'y pense. Moi, pour te dire, la thèse de mon MBA, je l'avais fait sur l'importance des soft skills dans la relation commerciale. Ouf, intéressant en plus, hein. Intéressant. Donc, tu vois, je titillais un peu le sujet, je le grattais. Et puis là, en fait, c'est mon expérience chez Propul, justement, qui m'a donné l'opportunité de créer une méthode de vente de A à Z. Mhm. Et aujourd'hui, c'est la suite logique de la proposer et d'accompagner des gens dessus, quoi. Voire même à Intéressant. la franchiser à un moment donné, hein. Oui, mais ça veut dire que là, ton expérience,
ton expérience, parce que tu fais travailler essentiellement sur les mails commerciaux, comme tu viens de le dire juste avant, ça veut dire que tu peux le proposer à différents types de secteurs. Ça veut dire quelqu'un qui travaille, Ouais. je sais pas, quelqu'un qui travaille sur le secteur de la plomberie, un truc voilà, qui n'a rien à voir, qui veut se lancer, etc. Tu vas pouvoir me proposer aussi ton expertise, Oui, simplement. oui, oui, Ok. tout à fait. Après, ça sera pas le secteur dans lequel je vais le plus m'amuser parce que Oui, c'est sûr. on est plutôt sur du one shot, mais dès que tu as une idée de, en fait, dès que tu as un panier moyen qui est élevé, D'accord. que l'humain est super important, que la relation et la confiance euh, sont des prérequis avant d'aller jusqu'à l'achat, ben, du coup, la méthode, elle peut fonctionner, quoi. Tu sais que la méthode, t'es convaincu que la méthode peut Ah oui, fonctionner bon, quoi qu'il là, arrive. on a fait, là, pour te dire, on a fait les tests sur, alors que je te dise pas de bêtises, ouais, sur 10 000 appels de vente déjà. Waouh. C'est Impressionnant. l'avantage de travailler Impressionnant. dans un environnement call center. Ah, mais c'est sûr, bah C'est là, que tu fais en une journée de travail ce que d'autres personnes font en une semaine ou 10 jours. Donc, oh, la force de frappe que vous avez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Aujourd'hui, une personne qui veut se lancer, qui veut faire à peu près comme toi, qui mhm, veut se lancer dans ton secteur, euh, mhm. quel parcours, alors, quel parcours tu lui conseilles, au moins, quelles sont les astuces, quels conseils tu donnerais pour cette personne? Franchement, euh, centre d'appel. Ok, intéressant. Centre Pourquoi ça? d'appel. Alors, tu as le volume. En fait, c'est très difficile d'apprendre quelque chose quand tu as 10 rendez-vous par semaine. Ok. Dans un centre d'appel, selon ce que tu vas choisir comme secteur, tu vas avoir entre 20, 30, 40 opportunités d'apprentissage tous les jours. Donc, tu t'armes de lectures super pertinentes, tu te fixes des objectifs d'apprentissage. D'accord. Voilà, ça peut être tout bête, mais comment faire qu'un client fermé s'ouvre en fin de conversation. Et Et t'apprends, puis toutes les tu te fixes semaines, comme et ça. t'apprends comme ça sur le tas. Ouais, exactement. T'apprends sur le tas. Donc il y a quand même, donc là c'est vraiment, donc tu nous conseilles vraiment l'expérience sur le terrain, en fait. L'expérience, Agrémenté de lecture ok. pour justement vraiment avoir cette vraie réflexion, hein, c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé, prendre du recul, analyser, itérer, améliorer, appliquer de nouvelles choses. Ouais. Est-ce que l'expérience académique pour toi, elle aurait un impact pour une personne qui veut se lancer comme ça aussi? Au niveau scolaire, au Alors, niveau, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont tendance un peu à cracher sur les écoles de commerce. Et moi, j'ai un avis plutôt partagé parce que, pour faire très simple, le gros problème des écoles de commerce aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il n'y a plus énormément de commerce, on est sur de la gestion, oui, d'accord? Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on on encourage les gens à faire des écoles de commerce après leurs études. Et c'est là, en fait, où pour moi, il y a un gros problème, c'est que qu'on va t'apprendre dans une école de commerce, c'est super pertinent, c'est super enrichissant. Pour autant que tu aies une expérience préalable qui te permette de faire des liens. ouais, ok, ok. Alors, Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance, en fait, de faire une école de commerce à 32 ans, en parallèle de mes études. Et bah, c'est génial parce que quand tu as un peu de bouteille, que tu as travaillé dans des entreprises, bah, tu vois des concepts en cours et tu dis, ah, mais ah ouais, d'accord, il s'est passé ça pour telle et telle raison. Et tu fais des liens. hmm, Et c'est tout l'avantage, justement, bah, d'avoir un, un- un programme pédagogique axé super business, bah, c'est de pouvoir l'appliquer dans le business. Et le gros problème, c'est que si tu fais ça après une licence, bah, c'est pas un stage de 6 mois qui va te donner suffisamment de fondation pour permettre de faire ces liens, tu vois. je sais pas si tu es au courant de ce qui se passe en France, parce que je pense que oui, forcément, au niveau du programme de Hmm. l'alternance. Je sais pas si tu connais. Non, Tu n'es pas au courant de non, mais l'alternance, c'est impressionnant. En fait, si tu veux, il y a très récemment, on a eu en fait, pour pouvoir embaucher les jeunes plus facilement, on hein, a aujourd'hui dans les écoles de commerce, ça va faire même pas 2 3 ans que ça y est, l'État met en place 8 000 € d'aide, ok, ok, pour les entreprises en France, pour embaucher des alternants. Les alternants, c'est des personnes qui, en bac+1, bac+2, vont pouvoir travailler dans les entreprises, avoir leur formation qui est totalement payée, avoir aussi, waouh, ah ouais, ouais, avoir aussi un salaire tous les mois, avoir des aides de la part de l'État. L'entreprise est aussi aidée.
Le reste à charge, histoire de te dire pour la première année, pour quelqu'un qui est en BTS ou etc. En fait, toutes les formations, pour une personne qui était en BTS, quand la barre était à 8 000 euros, le reste à charge, je crois que l'entreprise gagnait de l'argent. C'est-à-dire que l'entreprise gagnait 200 euros à embaucher quelqu'un tous les mois. C'est impressionnant. Ils ont donc, ça a créé quelques problèmes au niveau de la main-d'œuvre aussi, etc. Parce que tu avais énormément d'abus de ça. Mais en France, aujourd'hui, un parcours comme le mien, tu vois, par exemple, là je suis en alternance. Ça veut dire que moi je vais pouvoir, du coup, aussi à côté de mes études, à côté de la partie théorique, travailler en pratique. On a 2 jours Bah par ouais, semaine en théorique, qui moi c'est le jeudi-vendredi, et le reste du temps c'est que de la pratique. Et c'est génial ça. c'est arrivé très récemment. C'est pour ça que quand tu dis par rapport à la consolidation, etc., des connaissances, on a ce programme qui est arrivé en France et qui est en train d'exploser. On a des alternants, mais pour tout et n'importe quoi, et il y en a, mais c'est terrible. Alors ça crée d'autres problèmes, mais c'est pour nous, c'est juste génial, quoi. On apprend sur le Ah mais terrain, c'est des super opportunités. mais c'est incroyable. Il y a des postes qui se libèrent à droite à gauche. Tu vois, moi l'année prochaine, je vais prendre un poste de business developer sur une startup. Mais je veux dire, il y a quelques années, il y a même, je prends 3 ans en arrière, ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Parce que, Et ouais, les entreprises, elles voulaient pas lâcher un poste avec un fixe à 30 ou 40K, plus les charges, non. sans savoir ce que ça allait donner derrière, hein. Donc, Aujourd'hui, je vais être payé, tu vois, au niveau de la grille, je suis payé 870. L'année prochaine, je serai à peu près dans ces eaux-là aussi. Mais c'est en dehors de ça, c'est aussi le côté, l'école est payée entièrement. Une école de mais, commerce, et ça puis, coûte t'es payé cher. à apprendre, tu vois ce que je veux dire? C'est T'es payé ça, à apprendre. t'es payé à apprendre. L'école de commerce, ça coûte une blinde. Ça coûte 11 000 à 12 000 C'est- euros, rien qu'en France. Alors t'imagines à l'étranger, c'est impressionnant. Mais, euh, mais voilà, je rejoins juste ce que tu as dit auparavant. Je savais pas si tu étais au courant par rapport à l'alternance. C'est pour ça Non, que. non, non, mais merci beaucoup parce que moi, ça pourra par la suite m'intéresser. Bah ouais, parce que si tu ouvres quelque chose en France, c'est vraiment intéressant parce que tu peux embaucher des gens qui sont en alternance, qui veulent apprendre, ou du moins des petits jeunes qui veulent apprendre. Parce que Ah, ça, c'est. Ah ouais, ouais, non, non, c'est vraiment bien. Et alors, faut chercher des personnes aussi qui sont motivées à apprendre. Mais t'as toujours eu des gens qui étaient. Moi, je sais que Bien j'ai sûr. toujours eu des gens qui étaient très motivés. Et puis avoir un petit jeune qui coûte pas cher. Au total, reste à charge, je t'ai dit, hein, tu restes entre 400 et 600 euros par mois. C'est terrible, c'est dérisoire. C'est- Ah non, mais C'est c'est chouette. dérisoire. Et puis, Ah ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le genre de choses que moi, personnellement, je serais allé chercher ah ouais, ouais. il y a 15 ans, ouais, il y a 15 ans, ouais, Ouais. clairement. Tu peux faire tout ton cursus de bac+1 jusqu'à bac+5 en alternance. Waouh. Ouais, ouais, ouais. C'est arrivé À la il y fin, a tu arrives. 3 ans, mais t'as 5 ans d'expérience, t'as un bagage de 5 ans derrière, et tu peux mettre en C'est pratique vrai. à la fois ce que tu apprends en entreprise et ce que tu mets. Ah non, non, ouais, ah ouais, c'est impressionnant. Et à voir, parce que l'aide est passée de 8 000 à 6 000 euros, à voir comment elle évolue aussi au fur et à mesure d'ici les prochaines années. Parce que on va peut-être avoir des soucis là-dessus aussi. Donc on verra bien. Mais c'est une Oui, vraie opportunité. ouais, mais après, je pense que ils vont se rendre compte que, en fait, moi, je le vois aujourd'hui dans toutes les entreprises où je suis allé jusqu'à présent, on est tellement sur du spécifique de partout Ouais, qu'il y a toujours entre 2 et 4 mois où la personne, elle apprend. Tu vois, malgré son bagage. ouais. Ah ouais, ouais, non, je suis d'accord. Donc, je me dis, bah, même quand tu prends une personne hors, euh, hors processus alternance, bah, tu la payes un salaire plein pour qu'elle apprenne. Ouais, Je me dis, il vaut mieux passer par un alternant où, même si tu payes c'est un peu plus clair. cher que ce que tu payes maintenant, la personne va apprendre dans tous les cas. Donc, Parce que tu l'apprends en bac+2, bac+3, tu sais que dans les 3 ou 4 prochaines années, elle te coûtera à peu près la même chose, à 200, 300 euros près. Non seulement tu auras une expérience de fou pour le jeune qui est ah là, ouais. la personne va pouvoir t'aider, et à la fin, tu peux non seulement faire une promesse d'embauche en CDD ou en CDI, quoi. C'est Et puis gagnant pour tout le monde. la personne, elle connaît la boîte. Exactement, elle connaît l'équipe, elle connaît la boîte. C'est qu'un plus pour tout le Ouais. monde. C'est vraiment un plus pour tout le monde. Donc voilà, c'était la petite information aussi sur l'alternance, Ouais, je ouais, savais bah pas. écoute, Ouais, moi, ouais. j'ai d'ailleurs noté. Au cas où, comme ça, tu pourrais regarder un petit peu sur internet, tu vas voir comme, à quel point c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bah écoute, moi je voulais te remercier aussi pour d'être venu et de m'avoir donné de ton temps Bah, je t'en entre prie. midi et deux pour en Merci à parler. toi. Mais c'est avec Merci à grand toi. plaisir. D'avoir aussi un expert aussi dans ta matière sur la vente émotionnelle. C'est aussi important parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par faire vendre, etc.
et d'avoir un point de vue d'un expert, parce qu'aujourd'hui je te considère comme expert dans ton domaine, C'est- je pense que c'est important de transmettre ce savoir, et de transmettre tes techniques pour les personnes. Et petite question aussi, Mhm. je mettrai en description forcément ton profil LinkedIn. Est-ce que les gens Merci peuvent te beaucoup. retrouver, ailleurs ou uniquement sur LinkedIn? Alors pour le moment, non. Là, j'hésite à lancer un TikTok ou un YouTube, mais en short. D'accord? Euh, Peut-être une newsletter. Donc, pour le moment, voilà, la seule façon d'avoir accès aux informations, c'est via LinkedIn. Mais je D'accord? pense que d'ici les deux prochains mois, il y aura un ou deux autres canaux qui viendront s'agréger à ça. Une petite évolution. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, je te remercie vraiment d'être venu et de nous avoir donné ton temps. Et puis, Bah, merci beaucoup à toi pour cette mise à l'honneur, eh ben, avec qui est grand très plaisir. appréciée. Et puis, Et à une puis, prochaine. bah, et puis oui, à bientôt en commentaire alors. Ciao. Merci beaucoup. Belle journée Clément. Ciao.